Rebonjour à tous. On l'a dit plusieurs fois au cours de la matinée que la souveraineté pouvait passer par des jeunes entreprises talentueuses en France, des winners, pour reprendre l'expression de la table ronde précédente. Neil Zigudour, vous êtes directeur général de Gradium AI, qui est une spin-off de QTI, un laboratoire d'IA, créé assez récemment, mais qui avait marqué les esprits en coupant un peu l'herbe sous le pied, en lançant une IA vocale avant OpenAI. Et donc, Gradium est la spin-off commerciale de QTI. Donc, on reviendra un petit peu sur votre position sur la souveraineté, mais avant, peut-être sur où en est Gradium. Vous avez levé 65 millions d'euros en décembre. Peut-être où en est l'entreprise depuis ce point d'étape. Donc effectivement, après QTI, on reviendra un peu sur la relation, je pense, entre les deux structures. On a réalisé une levée de fonds de 60 millions d'euros, ce qui est assez conséquent. Mais en fait, l'idée, c'était d'arriver avec la capacité de pouvoir devenir un compétiteur crédible aux géants du marché de la voix, qui sont essentiellement Google, OpenAI et quelques autres. Et donc, on a commencé l'activité en septembre. On a généré notre premier revenu à la mi-octobre, ce qui, je pense, est le record du monde pour une boîte qui entraîne ses propres modèles d'IA, parce qu'on entraîne tous nos modèles de zéro. Et là, maintenant, à environ 7 mois d'existence, on a de très nombreux clients qui nous utilisent en particulier pour faire parler les LLM, donc pour faire parler les IA, que ce soit pour des interactions au téléphone, pour du support client, que ce soit pour l'apprentissage des langues, que ce soit dans des jeux vidéo, dans les médias, toutes sortes d'applications. Et donc, on est dans une phase de l'IA qui est très intense, où la compétition est très forte, où les cartes sont rebattues en permanence. Et donc nous, on vit au quotidien dans le sentiment d'être dans une compétition avec le but de devenir le leader mondial de la voix. Très bien. Et peut-être expliquer pourquoi c'était nécessaire, oui, de créer cette spin-off par rapport à QTI, sachant qu'aux États-Unis, le modèle, c'était un peu OpenAI qui était un laboratoire à la base non-for-profit et puis qui a finalement créé une entité for-profit. Est-ce que vous êtes un peu dans la même démarche? Est-ce que c'est différent? Alors, peut-être que ça vaut le coup de redonner peut-être un peu de contexte autour de QTI. Donc, QTI, c'est un laboratoire à but non lucratif qu'on a créé en 2023 avec les donations de Xavier Niel, Rodolphe Sadé et Eric Schmidt. Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Et en fait, à l'époque, mes cofondateurs et moi j'étais chez Google DeepMind où je dirigeais la génération audio, donc la synthèse vocale, la génération de musique, etc. Mes autres cofondateurs étaient essentiellement chez Facebook ou chez Apple. Et on est tous français. Et en fait, on avait voulu recréer un environnement de recherche qui soit propice à faire de l'innovation. Et donc, de l'innovation libre, c'est-à-dire peu de friction, peu de contraintes, la liberté d'explorer, la liberté d'échouer, de faire des gros paris scientifiques. Et donc ça nécessitait un laboratoire à but non lucratif, parce qu'une start-up, c'est des contraintes de rentabilité, de revenus, de relations clients, etc. On a développé les modèles vocaux pour l'interaction vocale, la synthèse vocale, la traduction de voix, qui sont utilisés dans le monde entier, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Et on a vu un impact économique énorme de nos modèles via toutes les startups et les grandes entreprises, y compris Meta, qui s'en servent dans leurs produits. Ça ne crée pas de flux de financement pour le laboratoire à but non lucratif. Et en même temps, on voyait qu'ils avaient plus de difficultés que nous à créer des produits à partir de nos inventions. C'est normal, c'est des modèles qu'on a créés nous, donc naturellement, on a un meilleur instinct de comment les faire fonctionner. Et donc, on a décidé non pas de convertir QTI en for-profit, mais de créer cette structure à but lucratif, Gradium, une start-up. On a donné une partie de nos actions à QTI, donc QTI est un des principaux actionnaires de Gradium. QTI poursuit la recherche fondamentale, la publication, la formation d'étudiants. Et Gradium se concentre vraiment sur développer les meilleurs produits pour les clients. Et les deux sont vraiment importants parce que, mine de rien, c'est quand même un domaine où l'innovation est extrêmement importante. Et une start-up, ce n'est pas vraiment propice à la même innovation que peuvent s'offrir un Google ou un Meta ou un OpenAI, qui ont à la fois des produits, mais des gens qui font de la recherche fondamentale avec des cycles beaucoup plus longs, avec beaucoup plus de taux d'échec, mais qui permettent de voir émerger, notamment par exemple les LLM. Ça a été inventé dans le laboratoire où j'étais à Google Brain.
Et ça n'a pu être inventé que par des gens qui avaient le mandat de faire de la recherche et pas des produits. Est-ce que c'est un moyen aussi d'attirer aussi les meilleurs chercheurs, de continuer à faire de la recherche fondamentale, parce qu'on a l'impression qu'il y a un pool d'excellents chercheurs en IA qui vont de laboratoire en laboratoire, et que c'est un peu une des clés pour développer un champion, quoi. Absolument. Donc moi, la manière dont je gère les talents en IA maintenant, c'est vraiment comme des footballeurs. Alors, chez les GAFAM, ils ont littéralement des compensations de footballeurs qui vont jusqu'à 1,2 milliard pour le chercheur le mieux payé de Meta. Mais en fait, une chose que cherchent beaucoup les gens, c'est sentir qu'ils sont dans une équipe d'élite, qui sont à la pointe, parce que c'est au fond aussi ce qui fait leur valeur sur le marché du travail, leur valeur intrinsèque. Ce que les gens achètent sur le mercato des chercheurs en IA, c'est une connaissance d'une technologie mystérieuse ou un secret que les autres ne connaissent pas. Et donc le seul moyen d'acquérir ça, c'est d'être dans un laboratoire de pointe. Et l'avantage d'un laboratoire avec l'économie créative, c'est qu'il peut faire l'innovation parce que c'est sa mission, et en plus il est très visible parce qu'il publie tout. Et donc c'est pour les talents, c'est très attractif parce que ça permet d'être vu aussi comme étant innovant. Donc vous êtes plutôt bien fourni en termes de mercato. Ça va. Ceci dit, c'est un marché qui est assez impitoyable. Les salaires dans les GAFAM ont fait, parce que ça c'est un sujet qui est très propice, enfin qu'on doit aborder pour la souveraineté, les salaires dans les GAFAM ont fait environ x10 sur les 2 dernières années pour les chercheurs en IA. Donc nous, on a des gens qui nous ont rejoints, et nous y compris, on a fait le saut pour gagner beaucoup moins qu'auparavant. La contrepartie, c'est qu'on se dit qu'on participe à une aventure où on se donne les conditions quand même d'avoir un avantage technologique sur nos compétiteurs. Et peut-être sur le choix de l'IA vocale, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, l'attention est aujourd'hui beaucoup portée sur à la fois les agents IA, type OpenClaw ou ceux d'Anthropic, qui sont capables de réaliser donc des actions autonomes, et de l'autre côté, plus côté recherche fondamentale, les world models qui promettent de simuler le monde. Vous êtes positionné sur l'IA vocale. Pourquoi est-ce que c'était parce que vous pensez que c'est un champ qui... Il y a quelques applications déjà, mais est-ce que ça reste un champ inexploré selon vous? Donc l'IA vocale, je pense que c'est le meilleur sujet pour une startup, pour plusieurs raisons. Un, c'est un marché qui... C'est intéressant parce que c'est un marché qui a peut-être 30-40 ans. Il y avait des logiciels de dictation dans les années 90. C'est un marché qui est en expansion. Et il est en expansion en particulier parce que vous parliez des agents. En fait, les agents, qu'on est passé de LLM qui ne sont que des interfaces textuelles à des agents qui peuvent réaliser des actions, qui sont assez fiables pour pouvoir interroger une base de données, saisir des informations, réaliser des actions pour nous, on se retrouve de plus en plus à interagir avec des modèles intelligents, et l'interaction vocale prend de plus en plus de sens. De la même manière, dans le développement logiciel, l'interaction avec les machines qui passait autrefois par des langages formels comme les langages de programmation passe de plus en plus par du langage naturel. Le fameux vibe coding, ça consiste à créer du code via du langage naturel. Et toute interaction en langage naturel est environ 3 fois plus rapide par la voix que par le texte. Et donc même coder maintenant se fait de plus en plus par la voix, ce que moi je n'avais pas anticipé du tout, à vrai dire, mais qui fait bien mes affaires. Mais donc c'est un sujet qui est en expansion. Si on regarde dans l'écosystème des startups, si on fait abstraction d'Anthropic et OpenAI, qui sont les deux startups, plus vraiment des startups, la startup la plus demandée pour les investisseurs, celle dans laquelle tout le monde veut investir, c'est Eleven Labs, qui est notre principal concurrent. Et parce que c'est un marché qui est en expansion. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les gros laboratoires comme OpenAI ou Google n'ont pas du tout l'avantage qu'ils ont sur les modèles de raisonnement, sur les modèles de vidéo. Parce que les modèles d'IA vocale, c'est des modèles qui sont très compacts, très petits. Donc, ils ont le coût d'entrée en termes d'infrastructure et de CAPEX sont largement inférieurs à ceux de faire des modèles de texte. Ils requièrent juste d'avoir quelques experts, des bons experts. Nous, on a un peu les gens qui ont créé tous ces algorithmes, donc on a beaucoup de savoir-faire, mais une très petite structure peut avoir un impact disproportionné, beaucoup plus que dans d'autres thématiques. Donc la voix, c'est à la fois en train de se populariser à nouveau comme le mode d'interaction avec les machines. C'est vrai que Siri et Alexa avaient un peu traumatisé les gens à une époque, mais c'est vraiment en train de revenir. Moi, ce que je n'avais pas pareil anticipé, c'est jusqu'à récemment, grosse application de l'IA vocale, c'était les livres audio. Maintenant, c'est vraiment les interactions au téléphone. Donc le support client au téléphone est en train de se faire totalement transformer par la voix. Et c'est des industries où, aussi bien au niveau des applications, c'est-à-dire des Sierra, des Decagon qui créent des solutions clients, et ceux qui entraînent les modèles, c'est déjà une industrie de plusieurs dizaines de milliards et qui croît très vite. Et est-ce qu'il reste encore des sauts techniques à craquer pour justement, vous citiez Eleven Labs,
pour voir les surpasser sur ce nouveau marché assez concurrentiel. Tout à fait. Et nous, c'est vraiment là que notre ADN de chercheur nous permet de nous distinguer. On a rendu public le premier modèle qui peut tourner localement sur un téléphone, ce qui permettra aux gens d'avoir de la voix à des échelles sans précédent. On avait aussi inventé les modèles qu'on appelle full duplex. Donc full duplex, si vous voulez, ça veut dire que c'est comme quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un. Il n'y a pas vraiment de soit vous parlez, soit vous écoutez l'IA. Vous pouvez parler au-dessus, elle peut vous interrompre, vous pouvez l'interrompre. Essayez de recréer vraiment le flux conversationnel qu'on a avec un humain. Et ça, c'est des frontières fondamentalement technologiques et qui sont résolues par de la science en intelligence artificielle. Très bien. On va peut-être évoquer le thème de la souveraineté, comme c'est le thème de cette matinée. Peut-être déjà vous, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Est-ce que vous vous considérez, vous êtes une start-up, comme une arme de souveraineté, pour évoquer une des tables rondes précédentes ? Et qu'est-ce que, chez Gradium, comment vous réfléchissez à ce sujet ? On a une relation qui assez flexible vis-à-vis de la souveraineté, dans le sens où, pour être très honnête, quand on a créé Qtile, c'était pas du tout un sujet pour moi. Je voulais créer un environnement de performance. Donc rassembler des gens compétents, leur donner les moyens de travailler, parce qu'on a toujours été, mes cofondateurs et moi, les premiers à l'échelle mondiale sur ce qu'on faisait. Comme je disais, Alibaba avec Qwen utilise nos modèles, Mistral utilise nos modèles, Meta utilise nos modèles, OpenAI, Apple, tout le monde utilise nos modèles. Donc on n'a jamais senti cette nécessité de se restreindre géographiquement. Ceci dit, on voit à la fois qu'aujourd'hui, une situation mondiale géopolitique fait que ça devient un atout stratégique, c'est une évidence de maîtriser l'IA. Même d'un point de vue économique, non seulement maîtriser l'IA, mais maîtriser l'entraînement des modèles. C'est la fameuse tension entre la couche d'application et la couche de modèle. La couche d'application, c'est tous les gens qui construisent des softwares autour de l'IA. Et la couche modèle, c'est ceux qui l'entraînent. On a quand même le sentiment que ceux qui entraînent les modèles, maintenant, grâce au vibe coding, peuvent très vite absorber la couche logicielle. Et l'inverse est complètement faux. Et donc, ce qu'il faut vraiment maîtriser localement, c'est l'entraînement de modèles. Et ça, c'est un savoir-faire que mes cofondateurs et moi, les fondateurs de Mistral, ont pu acquérir en étant chez les GAFAM. On vient tous de Meta. Moi, j'étais chez Meta, puis chez Google. J'ai pu me former sur des budgets de ressources de calcul et de data qui sont gigantesques. Et cette connaissance que j'ai acquise, je peux l'apporter maintenant à ma société et à mon laboratoire. Ce qui manque pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ce maillon qui permet de former des gens à entraîner des modèles d'IA à large échelle. Aujourd'hui, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est de trouver, d'une manière ou d'une autre, un moyen de mettre un pied chez Facebook ou chez Google, même s'ils ont l'intention. C'est encore la voie à suivre, quoi. Il n'y a pas de possibilité. C'est encore la voie à suivre si on veut. Tout à fait. Et donc, j'espère que ça a changé. Et là, c'est là que l'Europe peut intervenir, parce que il suffit d'investir. Il suffit d'investir dans des moyens de calcul et donner des moyens de calcul à la recherche publique pour former des gens à entraîner des modèles. Ok, oui, parce que Mistral que vous citiez, c'est vrai qu'au début, ils ne misaient pas forcément sur la souveraineté, puis petit à petit, c'est quand même devenu un point important de leur stratégie. Ils ont récemment publié proposé différentes choses pour que l'Europe devienne une place forte de l'IA, comme proposer une sorte de blue card pour accueillir des talents internationaux. Je ne sais pas si certaines de ces propositions résonnent pour vous, si vous en aurez d'autres à ajouter. La plus grande force qu'on a... alors déjà, l'IA européenne, c'est essentiellement... désolé, mais c'est l'IA française et c'est essentiellement l'IA parisienne. Donc l'écosystème parisien non seulement était déjà plutôt bien fourni, parce qu'au-delà même des startups et des boîtes européennes en France, il faut savoir que les modèles Llama de Meta, ils ont été développés à Paris. Les modèles open source de Google qui s'appellent Gemma, ils sont développés à Paris. Donc Paris, même pour les boîtes américaines, Paris, c'est un lieu stratégique. Le talent qu'on a localement est très fort parce que les grandes écoles vraiment produisent du talent exceptionnel. On pourrait être encore plus attractif pour les talents étrangers. En particulier, il y en a de plus en plus d'Europe de l'Est, d'Asie qui nous rejoignent aussi parce que c'est compliqué de rester aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut exploiter le plus possible. Être attractif pour tous les talents qui viennent de Chine, de Russie, d'Ukraine, du Maroc, etc., qui forment énormément d'ingénieurs. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, je pense. Et donc c'est investir dans de la puissance de calcul et... Puissance de calcul et recrutement, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de tant de gens que ça, mais vraiment, il n'y a pas j'ai confiance en la capacité de la France à entraîner tous les modèles
localement sans avoir besoin de ressources extérieures. Ce qu'il faut, c'est du calcul. Tout le reste, on a le talent et on peut le faire. Merci beaucoup. Merci à vous.